Quand on pense à quitter la France, la première chose qui vient à l'esprit, c'est trouver un toit pour y habiter. Aux États-Unis, depuis quelques années, le marché de l'immobilier fait des hauts et des bas. Et tout ça a commencé avec l'explosion de la bulle immobilière en 2008. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce marché? Peut-on investir sans risquer de perdre? Peut-on faire des investissements intéressants en termes de coûts financiers, en termes d'opérations immobilières? Et puis, les taxes, quelles sont-elles aux États-Unis? Quelles taxes sur la propriété faut-il s'apprêter à payer en fin d'année? Toutes ces questions et bien d'autres, j'ai voulu les poser à un véritable agent immobilier américain qui a l'avantage de parler aussi français. Je vous propose tout de suite de retrouver dans ses bureaux Enrique qui va nous expliquer tout ça, répondre à de nombreuses questions et tout ça bien sûr en français. Bonjour. Bonjour. Allez, entrez. Enrique, avant de commencer, tu avais fait des études en Suisse, mais aussi à Paris, c'est ça? Aussi à Paris, il y a longtemps. Alors tu vas m'excuser de mon français qui est très rouillé. On va le dérouiller au fur et à mesure. Alors déjà, une première question. Après l'explosion qu'on a connue de la bulle immobilière en 2008, est-ce que le marché de l'immobilier a repris du poil de la bête ici aux États-Unis? Ça dépend. Les États-Unis sont énormes. Et même dans une seule région, il y a des endroits qui ont réagi à la baisse du marché complètement différents que d'autres. Ça dépend aussi de la demande qu'il y a pour cette région en particulier. Okay. Alors, il y a un indice qui dit plus ou moins comment le marché a été, un indice national. Il a été originellement plus ou moins 199. Et puis, il est retombé à plus ou moins 149, plus ou moins. Ça, c'est l'indice national, c'est-à-dire dans tous les États-Unis? Tous les États-Unis. Okay. Alors, on peut voir qu'ici, que ça a monté très, très fort dans l'année plus ou moins 2006, et puis ça retombe. Et puis ça se stabilise. Maintenant, le marché général est stable et monte. Okay. Mais si on voit par exemple à Miami, on voit que c'est tout à fait différent. Alors là si on regarde la pointe ici que j'ai, c'est plus exagéré. Elle est beaucoup plus exagérée que le premier. Que le premier national. Le premier national. Et il commence à se récupérer plus rapidement aussi. Mais si je regarde la version Miami, on a aussi l'impression que ça redescend beaucoup plus en 2010. Et oui, ça descend beaucoup plus que la moyenne nationale. Qu'il y avait des très bonnes opportunités pour acheter. Mais maintenant, le marché a monté. Et si on voit que ça, c'est seulement Miami, on peut voir, si on voit dans une carte, la partie, toutes les propriétés, tous les immeubles qui sont près de la mer, comme partout au monde, ils remontent très vite et en fait, ils n'ont pas tombé beaucoup. D'accord. Si on voit les propriétés qui sont plus dedans, c'est par ici qu'on a tous les crocodiles. Alors ici, le marché est tombé énormément. Ok. Parce que ça n'a pas la valeur intrinsèque, si je rappelle bon. Oui, parce qu'en plus, l'espace est limité dans ces régions-là. L'espace est très limité. Il n'y a vraiment pas plus d'espace disponible. Pour mettre un nouveau bâtiment, il faut le détruire, l'original. Alors c'est très difficile. Alors, par rapport à tout ça, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui de faire des bonnes affaires dans l'immobilier? Oui. Il y a vraiment de très bonnes opportunités encore. Surtout si on remonte un peu au nord de Miami, mais pas trop. Il y a aussi des opportunités qui sont très intéressantes, c'est d'acheter des bâtiments. L'avantage de prendre, si on veut faire un investissement comme ça, qui peut être entre 300 000 $ à des millions, c'est que l'avantage, c'est que vous contrôlez le bâtiment. Alors, oui, le bâtiment entier. Entier. Alors, par contre, si vous achetez un appartement quelque part, il est sujet aux règles de l'association du condominium. Oui, c'est les règles de copropriété. De copropriété. Alors, on parlait de cités, de villes un peu en faillite. On a connu très récemment le cas de Détroit, dont on a beaucoup parlé dans le nord de l'Amérique. On compare ça en France à une ville fantôme. Et on a aussi entendu des chiffres incroyables. Obtenir une maison sur 2 étages, l'acheter pour $1,
Quel est ton avis sur la question? Si vous achetez une maison pour $1 et vous faites beaucoup de travaux et vous doublez l'investissement, vous maintenant avez une maison de $2. Oui, c'est-à-dire que alors, si on multiplie la valeur par 2... C'est $2. C'est ce que je veux dire, c'est que la maison, si vous achetez une maison à $1, alors vraiment, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut attendre très longtemps. Parlons des taxes maintenant. Combien ça coûte les taxes? Les taxes sont très variables aux États-Unis. Ça dépend d'État en État. Chaque État prend ses propres impôts et taxes. Ici, en Floride, vous pouvez calculer que plus ou moins 2%, mais ça varie. 2% par an. 2% par an de la valeur estimée du bien. Du bien, qui est très différente qu'en France. Mais ça couvre tout. Ça couvre les frais d'école, ça couvre les rues, la chaussée, beaucoup de choses. En Floride, il faut rappeler qu'on n'a pas d'impôt d'État. Il n'y a pas d'impôt d'État. Donc, finalement, tout est financé par la property tax, la taxe. Exactement. Les taxes qu'on va avoir à payer quand on va vendre sa maison, elles sont de l'ordre de combien? Ça varie à nouveau. Mais en général, il y a un impôt sur l'appréciation du bien et il y a la valeur qui augmente. Après 2 ans, c'est plus ou moins entre 0 et 15%. Quand on achète un appartement ou une maison, on peut l'acheter soit personnellement, soit à travers une société. Ça, c'est vrai également en France. Ici aussi, bien évidemment. Alors, quelle solution tu préconises? Tant une personne naturelle comme une compagnie peut acheter une propriété ici. Et ils le font exactement de la même manière s'ils sont étrangers ou américains. La différence, c'est la responsabilité civile. Alors, c'est mieux d'acheter la propriété au nom d'une corporation parce que la responsabilité civile est limitée. Ici, aux États-Unis, mais en général, une corporation, c'est une bonne idée. La seule exception, c'est si vous allez acheter une maison laquelle vous avez habité. Oui, ça on peut l'acheter personnellement. Personnellement. Quand on veut acheter une propriété aux États-Unis, on voit sur les listings des termes qui nous sont un peu étrangers quand on vient de France. Alors bon, il y a les ventes normales. Souvent d'ailleurs, c'est marqué attention, ceci est une vente normale. C'est à opposer à des ventes pas normales? Eh oui, ce sont des ventes pas normales. Ce sont des ventes où le propriétaire n'a pas payé la vente. Alors ça, c'est justement le deuxième terme qu'on voit de temps en temps. C'est le terme short sale. Et un autre terme qu'on voit encore dans d'autres annonces, c'est le terme foreclosure. Généralement, les prix de ces annonces sont incroyables, défiant toute concurrence. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une short sale? En short sale, le bien appartient à la personne encore. Mais il a appelé la banque, il dit « je ne peux pas payer, qu'est-ce que je peux faire ?» Il ne peut pas payer ses échéances Il ne peut pas payer ses paiements tous les mois, alors il doit faire quelque chose. Alors il y a plusieurs options. Une, qu'il arrange avec la banque, arranger les paiements, et il reste avec sa maison, et le gouvernement a certains produits qui peuvent l'aider. 2, il se marche, il abandonne la propriété. La troisième, qui est la plus intéressante, c'est le short sale, où il fait une négociation avec la banque. Et alors la banque lui dit, bon, on va accepter 80%, 60% de valeur de la propriété. De la valeur de la propriété. Alors la banque dit au propriétaire, il faut mettre la propriété en vente. Une fois que le propriétaire a une offerte d'un acheteur, et ce procès c'est normal là, alors le propriétaire envoie l'offerte à la banque. Et la banque, il passe quelques semaines, et répond oui, on va faire ça ou non, on ne va pas faire ça. Maintenant, les banques savent très bien la valeur de la propriété. Alors, ils acceptent seulement la vraie valeur de la propriété, moins peut-être 2, 3, 5, quelque chose pour cent, mais pas trop. Avant, on pouvait trouver des prix fantastiques au short sale. Mais maintenant, il faut faire attention parce que parfois, les ventes normales, c'est un prix plus intéressant que le short sale. Si le short sale ne sont pas d'accord avec la banque, alors la banque prend la propriété. Et alors c'est le foreclosure. C'est l'étape d'après. C'est-à-dire que soit on trouve un moyen de s'arranger en quelque sorte, soit on trouve un acheteur qui donne un prix qui est accepté par la banque, soit la banque n'accepte pas et auquel cas
l'acheteur, enfin le propriétaire perd totalement le bien immobilier et il passe en foreclosure. Il perd complètement. Il peut pas avoir, il perd totalement la propriété. Et à ce moment-là, si la banque vend ce bien immobilier par elle-même, on appelle ça une foreclosure, et c'est elle qui reçoit la totalité du montant. Exactement. Une fois qu'il foreclosure, la propriété appartient à la banque et la banque fait une vente normale. Seulement, la seule différence, c'est que la propriété appartient à la banque et la banque ne donne aucune assurance de l'état de la propriété. Alors, il faut faire une inspection de la propriété. Une inspection physique de la propriété pour voir en quel état il est. Il y a beaucoup de propriétaires qui, quand ils abandonnent la propriété, ils dévalisent la propriété totalement. Il y a aussi une étape entre le short sale et le foreclosure, que c'est les auctions. Aux enchères, voilà. Aux enchères. Oui, exactement. Juste avant que la banque achète la propriété, ça va à auction. Et là, on peut acheter la propriété aussi, mais c'est risqué, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on achète. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. D'accord, en investissant dans quelque chose qui n'était pas ce qui semblait être. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est le plus rapide? Le plus rapide, c'est une vente normale. Okay. On peut acheter, fermer, faire tout en une semaine. Et après, si on veut faire vraiment une bonne affaire et qu'on voit short sale ou foreclosure, on peut le faire, mais c'est mieux si c'est short sale au niveau rapidité ou c'est mieux si c'est foreclosure? Foreclosure, c'est une vente normale où la banque et le propriétaire. Alors, ça peut être très vite. La différence, c'est qu'on peut faire des négociations avec un propriétaire, mais les banques, en général, ne négocient pas. Est-ce qu'on est obligé de passer par un agent immobilier? Vous n'êtes pas obligé de passer par un agent immobilier. Il y a un grand avantage. Il va vous aider, il va vous conseiller, et vous ne payez pas l'agent immobilier. Oui, c'est vrai que c'est le vendeur. C'est le vendeur qui paye tous les frais de l'agent. Oui, ça change. C'est le contraire en France. C'est exactement le contraire. Ici aussi, tous les agents peuvent vendre toutes les propriétés. Donc tout le monde a le même listing? Le même listing. Donc c'est pas la peine d'aller voir 3 agents, 4 agents immobiliers comme c'est le cas en France. Il suffit d'avoir un interlocuteur avec lequel on a un bon échange et on peut être sûr qu'il aura accès à toutes les propriétés disponibles sur le marché. L'agent, généralement, vous va donner, s'ils sont un bon agent, ils vont vous donner un contrat. Voilà, exclusif. Exclusif. Il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ce contrat. 1, qu'il n'y a pas à payer, 0 pour vous. Et 2, que vous pouvez le casser n'importe quand. Comme vous voulez, ça c'est très important. Ok. Et donc ça, c'est un contrat qu'on signe en tant qu'acheteur? Oui. D'accord. Et quand on arrive aux États-Unis, qu'on veut acheter quelque chose et qu'on n'a pas suffisamment d'argent, est-ce que c'est toujours très compliqué d'obtenir un prêt quand on est étranger? Non, il y a une amélioration du prêt bancaire, alors c'est très possible. C'est légèrement plus compliqué pour quelqu'un qui vient étranger, mais c'est très possible. Avec d'apport, généralement, ils vont demander 40% de down payment. Down payment, c'est l'argent que l'on verse initialement. Et alors, c'est très possible. Il y a des étrangers qui pensent que c'est impossible, mais c'est pas. Il y a même des banques spécialisées en ça. On peut acheter à distance, c'est-à-dire je suis en France, je sais que je vais organiser ma vie aux États-Unis dans 6 mois et j'aimerais d'ores et déjà acquérir la maison ou en tout cas lancer des recherches pour acheter ma maison, mon appartement. Est-ce que c'est faisable à distance ou est-ce que véritablement il faut quand même être sur place pour voir les biens? C'est absolument possible d'acheter à distance. Moi, je trouve vraiment, vous devrez voir la propriété au moins une fois. Ce sont surtout les investisseurs qui achètent des propriétés sans la voir, parce que ce sont les numéros. Oui, c'est simplement ce que ça rapporte qui les intéresse. Seulement ce que ça rapporte, alors. Enrique, merci de m'avoir reçu pour cet entretien. C'est un plaisir. J'espère que vous avez pris note et de toute manière, la vidéo reste évidemment sur le site quitterlafrance.net. Les coordonnées de l'agence immobilière d'Enrique et ses contacts sont aussi sur le site. Donc, si vous voulez avancer votre projet dans la direction de Miami, dans la direction des États-Unis, voilà, vous avez un interlocuteur fiable et de confiance et qui en plus parle français. Et en tout cas, fait l'effort de le faire, ce qui est pas mal. Merci Enrique. Merci. Bonne continuation et bon week-end, c'est vendredi. On s'en va. Au revoir.